comment tu es arrivé au code? C'était un défi. J'hésitais plus entre la médecine et l'informatique. Je n'ai pas été encouragée. L'informatique, c'était plus non, tu peux pas. Tu n'es pas suffisamment bonne en maths Pour faire l'informatique. Et en plus de cela, c'est un métier d'homme. Le langage que tu respectes beaucoup, mais que tu n'aimes pas. Ce langage-là, il rend humble. C'est quel langage? Java. Sa prise en main n'est pas facile. Lorsque même on te demande tu fais quel boulot et tu dis je suis data scientist, c'est quoi ça? À la limite, c'est mieux même tu dis je suis informaticienne et puis on passe à autre chose. Qu'est-ce qu'un data scientist? C'est un scientifique de la donnée. C'est celui-là qui transforme la donnée en information pertinente. Parce que la donnée là, elle est brute. C'est paradoxal, mais est-ce que l'IA ne vous menace pas? Oui, mais l'IA reste un outil. Bonjour, bienvenue à Code Café. Avant de commencer cette émission, je tiens déjà à vous dire merci. Merci pour les retours, pour l'accueil que vous avez réservé à ces 2 premiers épisodes de notre podcast. Merci de soutenir encore plus en partageant, en divulguant au maximum ces épisodes-là dans votre entourage. Aujourd'hui, je reçois Sophia, Marietou Sophia Tiekoura, data scientist de son état, qui était d'abord développeur. Avec elle, on va aborder ce nouveau métier, parce que c'est quelque chose de nouveau. On n'a pas l'habitude d'en parler très souvent. Donc, on va aborder tous les contours et surtout parler aussi de sa personne, parler de ses défis, parler de son environnement, de ce qu'elle a traversé, parce que ce n'est pas toujours qu'on croise des femmes qui arrivent à ce niveau-là dans le domaine du développement. Bonjour Sophia. Bonjour David. Comment tu vas? Je vais bien. J'espère que toi aussi. Ça va. On se porte bien en tout cas. Avant de commencer, on a une petite série de questions. On va poser ton profil, déjà, pour que nos auditeurs puissent savoir à qui on a affaire. Donc, quel est ton langage principal? Merci pour l'invitation. Je suis vraiment ravie d'être là aujourd'hui pour parler de ce que je fais au day-to-day. Donc, mon langage préféré, c'est vraiment le langage que j'utilise aussi tout le temps, voilà, pour traiter les données, pour valoriser les données. Donc, ce langage-là, c'est Python. Je l'aime beaucoup parce qu'il est vraiment facile à prendre en main. Et c'est un langage qui a vraiment une grande communauté, qui est vraiment utilisé dans la communauté de la science de données. J'aime bien ce thème, valoriser les données. Le langage que tu respectes beaucoup, mais que tu n'aimes pas faire. Tu n'aimes pas utiliser. Vraiment, ce langage-là, il rend humble. Il est très, très utilisé, hein. Il est très important et tout, donc je le respecte beaucoup. Mais sa prise en main n'est pas facile. C'est quel langage? Java. Tu sais. Java, mais bon, de ce que je sais, il y a eu beaucoup d'améliorations. Oui, mais bon, après, en tout cas, lorsque je l'utilisais, vraiment, que ce soit au niveau de l'apprentissage, sa prise en main était vraiment difficile. Et puis, c'est un langage que je trouve verbeux. OK. Voilà, donc pour faire des trucs simples, tu es obligé d'écrire beaucoup de code. Donc, c'est vraiment... C'est un langage de littéraire. Avant de devenir data scientist, tu as fait aussi développeuse. Voilà, traditionnelle web, full stack. Donc, je dirais, tu préfères le back-end ou le front-end? Je faisais les deux. J'étais à l'aise en front comme en back. Mais le petit hic que j'avais quand je faisais le front, c'est vraiment, comme on le dit là, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Donc, tu mets un container à gauche, on te dit non, pourquoi tu le mets à gauche, mets-le à droite, ou le choix des couleurs, des polices, c'était quand même fastidieux. En tant le back-end, ça passe ou ça passe pas. Tu écris ton code. Ce qui est derrière, c'est toi ce qui sais. C'est ça. Donc, ça passe, c'est ça. Donc, tu préférais le back? Oui, mais bon. OK. Code propre ou code rapide? Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de préférence en code propre ou rapide. C'est vrai, le code, il doit être rapide. Voilà. Il doit être optimisé parce qu'aujourd'hui, on veut des réponses là maintenant, très vite. Donc, on n'a pas vraiment le temps.
il n'y a aucune valeur ajoutée à écrire un code qui est lourd, qui est difficile à déployer et tout. Mais par contre, le code, il doit être propre pour soi-même. Voilà, un code propre, c'est pour soi-même, pour la maintenance du code et puis aussi penser aux autres développeurs ou aux autres membres de l'équipe qui seront amenés en fait à utiliser ce code-là. Donc, c'est vraiment un équilibre entre les deux. Propre et Propre rapide. et rapide. Tu aimes travailler seul ou en équipe? J'aime travailler en équipe. En équipe. Oui. Parce que déjà, en entreprise, c'est vraiment une des qualités qui est exigée. Voilà, nous sommes dans un monde qui est dynamique. On va dire, on est dans un gros village, donc on ne peut pas être juste là en train de travailler seul. OK. Mais, et aussi, l'un des avantages, c'est que lorsqu'on travaille en équipe, on apprend des autres. On challenge ses idées et tout. Et voilà, on arrive à aller loin, à faire ressortir des solutions beaucoup plus robustes. Mais je pense que concernant le fait de travailler en équipe, il faut trouver un équilibre. Voilà. J'aime travailler en équipe, mais pas une équipe trop vaste. Fast. Parce qu'après, il y a trop d'idées, il y a trop de... Le moment où tu codes le mieux? Je code bien tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. OK. Mais si je dois choisir, c'est la nuit. Ah, mais donc, comment tu fais au bureau alors? Avec le boulot, il y a déjà la motivation, il y a les urgences et tout. Donc ça, c'est une réalité qui s'impose à nous. Mais voilà, la nuit, je me sens beaucoup plus à l'aise, seule, dans le calme, avec mon café ou mon thé, OK. ma machine devant moi, un peu de musique. Voilà, je travaille bien, je suis chill. Tu es chill. Ouais. OK. Marié, célibataire ou engagé? Je ne suis pas un cœur à prendre. Voilà, je suis engagée dans une relation très solide. Waouh, merci de préciser. Très solide. Solide comme un code Java, avec assez de texte. OK, c'est super. Un petit coucou à ton chéri au passage. Coucou à lui. On va parler de lui tout à l'heure. Café ou thé? Ça dépend du contexte. Quel contexte pour le café? Quel contexte pour le thé? Le café, lorsque je veux vraiment être concentrée, lorsqu'il y a quelque chose d'intense à faire et tout, voilà, je prends du café. Mais par contre, le thé au citron. Merci de préciser. Le thé au citron, quand je veux être chill, par exemple, lorsque je suis en train d'apprendre quelque chose de nouveau et tout, voilà, je prends du thé, c'est beaucoup relaxant. Ton nom de dev? Il y en a eu plusieurs qui n'ont pas forcément un sens très logique. Quand je commençais, j'aimais bien me nommer Sofia Bikov. Ne me demande pas d'où ça vient parce que je ne sais pas. Bon, Voilà. peut-être tu aimais la Russie. Oui, c'est ce à quoi je pensais parce que mes parents quand même parlent le russe, ont étudié en Union soviétique et tout. Ah, ça c'est Donc, super. ils parlaient le russe à la maison, c'est peut-être... Donc tu comprends? Je ne parle pas. Je comprends très peu. Voilà, mais juste quelques mots pratiques. Spasiba. Ça au moins tu sais ce que ça veut dire. Papochka, mamochka, maman chérie, papa chéri, priviège. Voilà, ce genre de mots. Le petit lexique. Voilà, le petit lexique pratique. C'est Ok. tout. Donc après Sofia Birkov, on a eu droit à quoi? M. Sophia tout court. M. Sofia. Marier tout Sophia. Ok. C'est la maturité. Wow. Ok, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci de t'être prêté à ce petit jeu. Première question, qui est Sophia? Parle-nous un peu de toi. Ton parcours académique, ton parcours professionnel, comment tu es arrivé au code? Sophia pour certains, comme toi, mariée tout pour d'autres. Voilà, c'est vraiment une jeune Ivoirienne qui est vraiment motivée à l'idée d'apporter des solutions claires, en fait, que ce soit auprès des entreprises comme auprès des populations. Donc, après le bac, j'ai eu à faire le BTS en IDEA. Ok. Voilà. Après le BTS, j'ai fait un cycle ingénieur en informatique, option génie logiciel. Donc, avec ces deux diplômes-là, j'ai travaillé en tant que dev
tantôt front, tantôt back, donc full stack. Et bon, je voulais donner une autre orientation à la manière d'utiliser l'informatique. Donc, c'est ainsi que je suis allée faire un master spécialisé. Donc, 2 ans de master spécialisé en data science et intelligence artificielle. Donc, depuis lors, je suis maintenant à ma 4e année où je travaille en tant que spécialiste de la data. Voilà, mais plus orienté pour le moment, telco et fintech. Wow. Voilà. Très bon profil. Hein? Et pour répondre à la deuxième question, comment est-ce que je suis arrivée au code? Je dirais que ça a été un défi. Voilà. Après le bac, j'ai été orientée en finance comptable. OK. Mais je ne sentais pas la chose. Tu n'aimais pas l'argent. Je ne veux pas dire ça. Je ne veux pas dire quelque chose et puis c'est pas quelque chose qui me correspondait. J'avais plutôt j'hésitais plus entre la médecine et l'informatique. Okay. Voilà. La médecine, il y a eu... En tout cas, les deux, je n'ai pas été encouragée. Voilà. La médecine, c'est non, ça prend trop de temps. À quel moment tes parents vont commencer à bouffer ton argent? Qui a dit ça? Bon, pas la personne précisément, mais qu'elle soit un oncle, soit des proches, papa, soit... des personnes très, très proches. OK. Mon cocon familial. Et l'informatique, c'était plus, non, tu peux pas. Tu peux pas tout Non, court tu peux pas. Tu n'es pas suffisamment bonne en maths pour faire l'informatique. Et en plus de cela, c'est un métier d'homme. Donc, je suis d'accord, je suis allée m'asseoir. Je vois que, bon, la médecine, si je dis je vais faire la médecine, ça va pas passer. Ça va me créer vraiment beaucoup de trucs. Donc, je dis, OK, étant donné qu'on dit que je suis pas bonne en informatique, on verra bien. On verra bien si je peux m'en sortir. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé de faire l'informatique. D'abord, j'ai commencé avec le BTS qui est juste quelques années. Voilà. Et puis après, j'ai vu que bon, ça va. Donc, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Et ces personnes qui ont dit que tu ne pouvais pas, qu'est-ce qu'elles en disent aujourd'hui? Elles se sont ralliées, bien sûr. Ah, super. Bon, tu as dit Sophia pour les uns, Marietto pour les autres. Moi, je préfère plutôt Sally. Tu es sûr? Oui, ça depuis ça, c'est mon prénom rare, très, très rare. Voilà, donc depuis le temps, tu devais le savoir. OK, en tout cas, c'est super. Moi, je t'ai connue en tant que développeuse web. Qu'est-ce qui t'a fait changer? À quel moment tu passes à data scientist? La motivation. Je vais parler du déclic. J'étais développeuse full stack, mais orientée SIG, donc système d'information géographique. OK. Donc, je développais des applications web avec, on va dire, avec orienté données cartographiques. Donc, il fallait représenter les données dans des camemberts et tout. Et je me suis dit... Tu bossais où? Je bossais au CNTG. CNTG. Cabinet national de télédétection. OK. Voilà, c'est vraiment là-bas qu'il y a eu le déclic. Parce que, voilà, les données cartographiques, on recevait des données de l'équipe de Carto qu'on intégrait en fait aux plateformes. OK. Donc, voilà, la curiosité est venue de là. D'abord, comment est-ce qu'ils collectaient les données? Et puis, ce qu'on représente en fait au niveau de nos plateformes, servent à quoi? Voilà, donc j'ai vraiment eu la curiosité en fait d'avoir un impact encore plus poussé en fait sur ces outils d'aide à la décision. Donc, pouvoir collecter la donnée, la transformer et puis voilà, faire des suggestions en fait aux parties, on va dire aux décideurs. Donc, c'est comme ça que la curiosité en fait a grandi. Et puis voilà, après, j'ai entendu parler de la possibilité de faire le master et puis à l'INP. À l'INP, oui. Grande école. Oui, quand même. On ne va pas dire le contraire. Qu'est-ce qu'un data scientist? OK. Un data scientist, en français, c'est un scientifique de la donnée. OK. Donc, c'est celui-là qui transforme la donnée en information pertinente. Parce que la donnée, là, elle est brute. C'est comme, par exemple,
lorsque je prends mon téléphone et que je souscris à un pass, c'est une information qu'on donne. Voilà, à telle heure, tel jour, il a acheté un pass qui coûte 200 francs, qui lui a donné tel volume de données. Voilà, donc aujourd'hui, la donnée, elle est partout, elle est brute. Mais le data scientist, il va la manipuler, il va la modéliser en fait, avec plusieurs techniques, avec plusieurs disciplines comme les maths, l'informatique, les statistiques. Mais au final, il vient donner en fait une orientation stratégique, voilà, Au comportement que voilà, la au personne a eu. comportement. Voilà, il vient répondre aux questions aussi métiers. OK. Donc, c'est vraiment un support stratégique, en fait, pour tout le monde. Pour tout le monde. Comment tu définis ton rôle dans l'entreprise, dans l'organisation? C'est vrai, tu as parlé d'outils, d'aide, de data, valoriser les données, tout ça. Mais tu te places à quel niveau? Tu es la cerise sur le gâteau ou bien tu es le volet indispensable de la machine? D'abord, au quotidien, mon rôle, c'est de répondre aux questions. Que s'est-il passé? Pourquoi c'est arrivé? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est vraiment de répondre aux questions business de mes différents clients. Voilà, clients dans le sens du terme, internes à l'entreprise. Voilà, vraiment répondre aux questions business. Donc, ma position, elle est stratégique parce que je viens donner des éléments de réponse orientés data, pas orientés intuition, ni expertise parce que j'ai 15 ans de métier en tant que marketeur et tout. Non, c'est la donnée. Elle ne ment pas lorsqu'elle est de qualité. Elle est précise, elle est claire, elle est concise. Donc, c'est vraiment une position stratégique parce qu'on aide en fait à donner à avoir des réponses solides, éclairées. Donc, des réponses qui reposent sur un caractère, on va dire, perceptible, analysable. C'est ça. Et un impact, en fait, très pertinent. On parle de data scientist, data analyst. Est-ce qu'il y a une différence? Oui, quand même. Après, en fonction des entreprises, des domaines et autres, les deux métiers se chevauchent. Voilà. Le data analyst, il analyse la donnée. Donc, il comprend, il explique, il fait des recommandations. Là où il y a la différence avec le data scientist, en fait, le data scientist, comme on le dit, c'est un scientifique de la donnée. Donc, lui, il est formé, en fait, à utiliser des modèles d'intelligence artificielle. OK. Voilà. Donc, lui, il peut prédire. Je vois. Voilà. Il peut prédire le comportement de l'abonné. Il peut même faire des segmentations et tout pour, on va dire, axer encore plus les décisions, en fait, la prise de décision. C'est-à-dire, lui, il arrive à voir dans le futur ce qui peut se passer sur la base des données du passé. Oui, sur la base des données collectées, en fait. Dans le passé. Voilà, dans le passé. L'autre, lui, il analyse ce qui a été collecté pour dire, bon, voici pourquoi il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. OK. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vois. Le data scientist, lui, il va venir. Il peut faire tout ça. Il fait tout ça forcément, mais il peut ajouter une touche de prédiction. OK. Voilà, en fonction des besoins. Je vois. Comment on devient data scientist? Devenir data scientist, il n'y a pas une seule manière. Voilà, il n'y a pas une seule manière. On peut venir de l'informatique et devenir data scientist. On peut être commercial et devenir data scientist et tout. Il n'y a pas un seul profil pour devenir data scientist. Ce qui est, on va dire, général, c'est la logique. Voilà. On devient data scientist lorsqu'on a la logique, lorsqu'on est orienté, en fait, résultat, solution concrète. Voilà. Donc, tant qu'on a envie vraiment d'apprendre, de s'améliorer, on est vraiment ouvert d'esprit et tout. On peut dire que c'est comme l'informatique de base, le développement et autres. Parce que la data science, c'est un mélange. C'est un mélange. Tu as besoin d'avoir des notions en informatique parce qu'il faut coder. Tu as besoin d'avoir des notions en mathématiques.
Même Ok. pas forcément être un expert, mais vraiment avoir des notions de base en mathématiques et en statistiques. Hormis ce côté technique là, il y a Là. la logique aussi et tout. Donc, on peut venir d'horizons diverses et puis devenir data scientist. Quelle a été ta plus grande difficulté dans, dans l'apprentissage? Il y a eu 2 périodes où j'ai eu vraiment 2 grosses difficultés. La première période, c'était pendant la formation. Il y a eu vraiment des moments de doute où je me demandais, où il fallait vraiment réapprendre les bases et tout en mathématiques, en statistiques et même en informatique. Voilà, donc il y a eu vraiment, je me demandais à quel moment je vais finir de comprendre tout ça, de connaître tout ça déjà que je ne suis pas une élite en maths. À quel moment? Et puis, aller travailler, donner des solutions. Donc, il y a vraiment eu ces moments-là où c'était pas facile. C'était pas facile. Mais Oui. est-ce que, de suite, quand on parlait, tu as dit au départ, c'était un défi de venir à l'informatique. Est-ce que ces personnes qui te mettaient à l'épreuve, les paroles qu'ils faisaient ressortir dans le temps, des fois, ça t'est pas revenu en tête pour dire non, je suis pas faite pour ça. Voilà. Non, parce que avant d'arriver à la data science, j'avais déjà dépassé ce niveau-là. Parce Ok. que j'ai vraiment quand même eu 2 diplômes en informatique. J'ai travaillé pendant des années. Voilà, donc j'avais dépassé ce niveau. Et puis de toutes les façons, c'était en cité. Je vois. Donc, tu ne savais rien du tout de combien de moyenne j'avais et tout. Tu ne savais rien, quoi. Donc, il n'y avait pas vraiment ce... De pression extérieure. Voilà, il n'y avait C'était pas juste- vraiment de pression extérieure. C'était plus orienté vers l'avenir, en fait. Voilà. Et le deuxième moment difficile, ça a été en entreprise. Parce que on vient d'un profil dev, on n'est pas forcément orienté stratégique. On est orienté solution, développement de fonctionnalités. Ok. Dans la data science en entreprise, il faut pouvoir comprendre le métier. Chacun parle son langage. Le marketeur, il a sa manière de s'exprimer. Il a sa manière de comprendre ce que tu lui proposes. Celui qui est opérationnel, qui est sur le terrain, il a sa manière aussi d'exprimer son besoin. Voilà, donc ça a été vraiment ce challenge-là. À partir de la donnée, pouvoir parler plusieurs langages Je vois. facilement compréhensibles, utiles et utilisables. Donc aujourd'hui, tu peux prétendre être un bon entrepreneur. Quand même, Parce- oui, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, tu comprends les enjeux business, tu comprends pourquoi. Parce que bon, après, quand tu as un profil assez technique, quand on te dit on a besoin de cette fonctionnalité-là dans 2 jours et que 2 jours normalement c'est un temps limite, tu te dis non, on peut pas le faire. Or, quand tu comprends le volet les business enjeux, derrière, tu as regardé le gars dans les eyes et puis tu as dit non, on ne peut pas. tu comprends que ton salaire du mois là dépend de cette fonctionnalité que tu dois livrer. C'est Donc, ça. tu, Tu peux pas. On veut ça maintenant, tout de suite, et puis que ce soit juste. Voilà. Tu regardes les enjeux business, c'est quand même beaucoup d'argent, c'est quand même de directeurs, c'est quand même beaucoup de personnalités qui occupent des rôles vraiment stratégiques, qui ont besoin de l'information que tu vas partager, en fait. Donc, donc, tu te sens comme une reine. Tout le monde a besoin de toi. Ou bien ça t'arrive pas. non, je suis quand même assez humble. Tu es humble. Mhm. Oh. Bon, je vais accepter la réponse. Comme on est devant la caméra, je vais accepter la réponse. Ok, c'est vraiment super. Et est-ce qu'il y a eu des fois où tu t'es dit, bon, là, réellement, mon travail que je viens de faire, là, je sens que ça a un impact. Mais, Raconte-nous un peu une anecdote, une petite situation en entreprise. faut dire que depuis que j'ai commencé à travailler, où j'ai vraiment eu une spécialité comme ça, chaque matin quand je me réveille, je suis vraiment fière du boulot que je fais. Voilà. Super. Le fait de me dire qu'on m'attend en fait pour apporter des solutions. Donc, j'ai vraiment cette satisfaction-là de me sentir encore plus utile parce que tu vois clairement l'impact de ton boulot.
Voilà. Tu sais que ce que tu es en train de dire, ça va aider en fait derrière à prendre une décision qui va influencer l'expérience client. C'est ça. Voilà. Donc, dans la pratique, il y a, puisque je suis dans le domaine des telcos, voilà, il y a vraiment beaucoup d'offres qui ont été lancées sur lesquelles j'ai eu à travailler. Dès le départ, faire des profiling pour dire, bon, OK, l'offre que vous voulez lancer là, elle correspond plus ou moins à tel type d'abonnés. Voici quand même le pouvoir d'achat qu'ils ont en fait et tout. Donc, ça a permis quand même de modéliser l'offre. Voilà, donc tu es là dès le début en train de travailler à mettre en place une solution beaucoup plus axée sur la satisfaction du client. Ensuite, le business valide, certes avec leur expérience et tout, mais quand même avec la donnée que tu as eu à... Voilà. Et tu vois toutes ces étapes-là jusqu'à ce qu'aujourd'hui, tu te réveilles un matin, tu vois une affiche, ah, on lance tel truc ou bien on fait tel bonus. Voilà, donc tu es là derrière. Tu souris en fait. Quand tu es dans ta voiture, tu voilà, passes. tu vois une affiche, on te dit 100% de bonus, etc. Tu sais que quand tu vas arriver au boulot, on va te dire, ah, mais on a lancé cette promo-là, tel jour et tout, ça fait tel nombre de jours qu'elle est sur le marché. Ça dit quoi? Le client pense quoi? Qu'est-ce que les chiffres disent? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon et tout? Donc, comme cas concret, voilà quoi, c'est vraiment motivant. C'est gratifiant. C'est ça. En tout cas, j'aimerais connaître ça aussi un jour. Tiens, Dieu, c'est rien pour toi. Oh, arrête-moi ça. Tu as parlé de data. On parle depuis de data. Et tu as dit quelque chose qui m'a fait titre, l'intuition, la place de l'intuition. Mm-hmm. Surtout, toi étant une femme, on dit toujours que l'intuition féminine ne ment pas. Mais tu nous dis qu'il n'y a pas de place à l'intuition. Non. Est-ce que on peut dire que c'est vraiment la réalité? Quand tu es dans ton domaine là, tu ne peux pas avoir de l'intuition. Parce que bon, moi je me dis, en termes d'intuition, il y a plusieurs procédés pour manipuler la data. Mais tu peux te dire, non, là, normalement, je dois faire ça comme ça. Mais il y a ce petit truc-là qui me dit, non, si je passe de telle manière, ça va donner un résultat qui sera plus intéressant. Est-ce que c'est pas de l'intuition aussi qui... Lorsque je dis qu'il n'y a pas de place pour l'intuition, c'est au niveau de la donnée. OK. La donnée, c'est une information. Il n'y a pas l'intuition. C'est un cas réel. Par contre, l'intuition, c'est une aide qui est vraiment importante. Lorsqu'on vient te dire, voici telle réalité qu'on rencontre, c'est l'intuition qui va t'orienter en fait, puisque en tant que spécialiste de la data, l'information n'est pas là comme ça. C'est ça. Il faut avoir l'intuition pour aller forer en fait la donnée. Ah, peut-être qu'il y a eu tel événement qui aurait pu influencer les chiffres. Voilà, donc l'intuition fait partie en fait, nous aide à faire notre métier. Mais après, la data, c'est la data, c'est l'information. Mais voilà, l'intuition, c'est vraiment indispensable. Voilà. Comme on le dit, une idée sans data, ça reste une idée. Opinion. C'est ça, une idée, une opinion. Très personnel. Combien gagne un data scientist aujourd'hui? Parce que ça aussi, c'est important. Hein? On ne va pas aller faire ce métier-là pour gagner 50 000 par mois. Bon, c'est l'argent. Hein? C'est l'argent. Je ne dis pas que ce n'est pas l'argent. Le métier de la data, il paye bien. Voilà. Ça serait menti de dire qu'il ne paye pas bien. Après, le montant, il dépend. Le minimum. Tu viens de sortir de l'école. Ce qui est sûr, ça va. Nos abonnés veulent du chiffre. Il faut nous donner un chiffre. C'est quoi? C'est combien? C'est 300 000? C'est 400 000? C'est 500 000? Après, ça dépend du diplôme. Voilà, ça dépend du diplôme, ça dépend du pays, ça dépend de l'entreprise. On est en Côte d'Ivoire. Voilà. Tu as eu ton diplôme, tu as ton master spécialisé. Tu sors, toi, tu es dans les telcos. On gagne combien? Données à caractère personnel. Très, très personnel. Mais ça, c'est pas toi. Je ne demande pas toi.
Mais Il paye bien. il paye bien comment? Mais c'est quoi la fourchette? C'est déjà bon. Bon, après la fourchette, franchement, je ne peux pas dire 250 000. Peut-être qu'il y a des spécialistes qui acceptent 250 000 francs. Mais sinon, vous, Mais quand même, c'est la rémunération. plus de 500 000, Quand même, plus de 600 000, je sais pas. Je sais pas. entre 600 et 800 000, Je sais pas. s'il te plaît. Non, en fait, le truc, c'est que ça dépend. C'est ça. Ça dépend de ton diplôme, ça dépend de tes années d'expérience et tout. Mais de façon concrète, en Côte d'Ivoire, peut-être maintenant, c'est en train de baisser ou d'augmenter. Mais logiquement, en Côte d'Ivoire, un ingénieur, parce qu'un master aussi, C'est équivalent. c'est équivalent. Un ingénieur, logiquement, il touche plus de 500 000, au moins 500 000 francs avec ton diplôme d'ingénieur. Après, bon, il y a la réalité et tout. Sinon, on va dire sur le papier, de façon logique, si on veut respecter, c'est au moins 500 000 francs. Après, il y a l'entreprise, il y a Il y a d'autres ton facteurs. impact, il y a d'autres impacts qui font que, voilà, ça monte. Ça monte. Voilà, comme aussi ça peut baisser. Hein. Ça ne peut pas baisser, ça doit monter. Bon, mes abonnés, elle n'a pas voulu nous dire. Elle n'a pas voulu nous dire. Excusez-moi, mais bon, voilà quoi. Elle dit que c'est donné à caractère personnel. Bon, on va prendre ça comme ça. Sinon, comment tes proches perçoivent? Tu m'as dit que tu étais en couple. Ma famille, elle sait. Elle comprend mon boulot. Voilà, elle comprend les réalités, les challenges et tout. Donc, les proches, ça va. La famille vraiment nucléaire. Ok. Après, l'entourage, c'est pas toujours évident. Lorsque même on te demande, tu fais quel boulot? Et tu dis, je suis data scientist. C'est quoi ça? À la limite, c'est mieux même tu dis, je suis informaticienne et puis on passe à autre chose. C'est quoi data scientist? Là, même, ne parle même pas même d'intelligence artificielle. Moi, je dis, toi, ici, il y a l'intelligence artificielle ici. Voilà, donc après, il faut vraiment expliquer avec des thèmes vraiment simples. Donc, tu ne peux pas venir dire à quelqu'un comme ça, je suis data scientist. Tu expliques, voilà, moi, j'utilise l'information et tout pour aider les entreprises à... Et puis bon, après, tu dis maintenant que je suis spécialiste de la data, quoi. Mais tu as parlé d'un volet important. On te demande ici, est-ce qu'il y a ce genre de profil, est-ce qu'il y a ce genre de métier, est-ce qu'il y a un marché pour ce genre de profil? Mais tu as reçu des offres pour aller à l'extérieur déjà? En tant que spécialiste de la data, oui. Mais même en tant que développeuse, il y a eu beaucoup d'offres. Il y a eu vraiment une période où il y avait vraiment une migration. Il y avait même, j'ai un peu oublié le nom, il y avait même des cabinets de recrutement qui venaient même ici et tout, pour tout. Donc, il y a eu vraiment beaucoup de possibilités pour aller là-bas en Europe. Mais le premier facteur qui m'a fait rester ici, c'était vraiment la responsabilité familiale. Voilà. Étant l'aînée et puis étant une fille, c'était vraiment difficile pour moi de m'imaginer loin de ma famille. Voilà. Donc, il y avait ce point-là. Et puis aussi, bon, quand tu as... Ça, c'est ma logique. Quand tu as quand même la chaleur familiale, tu as ton cocon familial, tu as quand même le nécessaire. Ça, c'est ma logique, je le répète. Pour moi, tu as vraiment le nécessaire ici. Tu as quand même un certain niveau de vie quand même modeste. Bon. Modeste? Oui, modeste. Ouais, tu trouves que ton niveau de vie est modeste? Oui, très. Tu es vraiment humble. Je suis humble. J'atteste. Non, mais c'est même pas de l'humilité, c'est la réalité, champion. C'est pas la réalité. Donc, mais bon, j'atteste. Tu es humble. Mhm. Voilà quoi. Donc, je n'ai pas forcément ressenti le besoin d'aller, voilà, en Europe, travailler en Europe et tout. Mais bon, peut-être un jour, ça va se faire. Peut-être qu'un jour, j'aurai vraiment une opportunité, waouh, que je ne pourrais pas refuser, quoi. Mais bon, pour le moment... Tu préfères ici. Voilà. En tout cas, moi, c'est une idée que je partage aussi. Personnellement, on a tout ici. Et puis, le niveau de vie qu'on a ici, du moment où tu arrives à t'en sortir convenablement,
quand on te dit va dans un autre pays, surtout connaissant la mentalité des gens, tout ça là, ça peut être un peu Très difficile. très, très freinant, Glaçant. glaçant. En tout cas, c'est bien. Donc, tu te vois pas. Ouais, pour le moment, quand Pour même. le je moment, suis tu te vraiment vois pas. très- Comment tu vois l'évolution de ton métier dans les années à venir? Lorsque j'y pense, je souris. Parce qu'aujourd'hui, la data est partout. Donc, l'évolution de mon métier va s'imposer, en fait. Il y aura beaucoup d'opportunités. Il y aura encore même beaucoup de dérivés, en fait, de spécialistes de la donnée. Parce qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle et tout, les entreprises seront obligées de s'adapter ou, voilà, de devenir obsolètes. Donc, forcément, les entreprises seront de plus en plus data-driven. Il y aura vraiment, c'est quelque chose qui va s'imposer. Donc, ce métier-là, il sera encore plus indispensable et encore plus stratégique. C'est paradoxal, mais est-ce que l'IA ne vous menace pas? Parce que l'IA aujourd'hui peut faire ces croisements-là, peut faire ces analyses-là que vous faites en tant que personne. Oui, mais l'IA reste un outil. C'est plutôt ceux qui n'utilisent pas l'intelligence artificielle qui seront remplacés Pas- par ceux qui ont compris que l'intelligence artificielle, c'est un assistant. Donc, l'IA vient aider, en fait, à aller plus vite. Aujourd'hui, bon, l'IA peut générer des codes qui vont permettre d'automatiser tout un process vraiment lourd. Voilà. Mais après, ça reste un assistant. Il est venu pour aider. Il est venu pour changer la manière de travailler. Voilà. Pas forcément un remplacement par l'IA, mais une évolution de la manière de travailler. Voilà, des spécialistes. Quand tu vois notre écosystème ici, aujourd'hui, quel problème tu penses que, si on te donnait carte blanche, quel problème tu allais résoudre dans notre écosystème avec tes compétences? Dans notre environnement Oui, en Côte d'Ivoire, social, quoi. l'Afrique, voilà. Oui, j'ai quand même ma petite idée sur ce. C'est vraiment dans le domaine de la santé. OK. Voilà. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, le domaine de la santé, comme on dit, le médecin, c'est lorsque tu es devant lui. Souvent même, la maladie est déjà avancée. Il va t'écouter, il va faire des analyses et tout. Et en fonction de ça, il va te donner probablement un traitement qui est généralisé. Voilà. Avec l'intelligence artificielle, on peut, enfin, avec l'intelligence artificielle, avec La l'évolution de la donnée et tout, on peut orienter chaque traitement en fonction du patient, en fonction de ses antécédents, en fonction de son historique. On peut mieux axer la prise de décision, l'interprétation des résultats, l'IRM, le scanner. Tant que c'est interprété par un humain, il y a quand même l'erreur, il y a la fatigue et tout. Voilà, même au niveau des traitements, etc., etc. Mais avec l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de beaucoup plus précis. Voilà. Je ne dis pas que ça va remplacer le médecin, non. Mais ça va vraiment aider en matière de qualité de soins. Voilà. Donc, c'est vraiment un domaine qui me tient à cœur. Donc, si j'ai carte blanche, mais de toute façon, même si j'ai pas carte blanche, c'est vraiment... Même si tu n'as pas carte blanche, Voilà, tu vas même si je faire. n'ai pas carte blanche, quand le moment viendra, voilà quoi, je vais vraiment... C'est quoi ton penser. regard sur la famille? Tu as des enfants? Non, pas encore. Pas encore. Pourquoi tu n'as pas encore sauté le pas? J'ai une très belle vision de la famille, hein. Voilà, j'ai une très belle vision de la famille. Après, voilà, chaque chose en son temps. Mais ça, c'est peut-être à toi que je le dis, là, vraiment. Il faut dire que moi, j'ai été éduquée avec une mère, j'ai été éduquée par une mère vraiment poule. Ma maman, c'est vraiment une femme très douce, très patiente, très disponible. Voilà, c'est une femme au foyer qui a vraiment pris le temps de nous éduquer et tout. Par contre, moi, avec les réalités professionnelles, il y a quand même des moments où je me demande, est-ce que j'aurai autant de patience pour mes enfants?
Voilà. Mais bon, après, il y a toujours l'instinct maternel. C'est Hein. ça. Voilà. Quand tu as un enfant, La forcément, réalité n'est pas la voilà, même. forcément, tu vas trouver le temps, forcément, tu vas te réinventer pour, Pour t'occuper voilà, de pour ça. t'occuper de ces enfants-là et tout. Voilà quoi. Donc, je dirais qu'il y a ça, mais après, chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Mhm. Tu te trouves légitime aujourd'hui pour parler de ton métier, pour parler de l'informatique tout court. Oui, parce que ma vision, elle a changé, surtout avec une entreprise, avec une émission comme la tienne. Voilà. Aujourd'hui, j'ai compris que même avec le peu de connaissances qu'on a, on peut partager et on peut avoir de l'impact. Voilà. Il ne faut pas forcément être de l'élite, être un génie et tout pour partager son expérience. Voilà. Donc, contrairement à avant où je me disais, j'ai quoi à dire même? Les boss sont là et tout. Moi, je vais venir. Qu'est-ce que je vais partager? Mais bon, aujourd'hui, ça va mieux. Je me sens beaucoup plus légitime quand même. Je peux pas. Voilà. Peu importe. Je me sens quand même plus légitime à partager mon expérience. Ok, c'est super. Notre entretien tire à sa fin. Mhm. On a un petit moment qu'on fait, c'est de choisir un mot qui symbolise notre entretien euh, que tu vas nous donner à nos abonnés qui vont mettre ça en commentaire pour prouver qu'ils ont bien suivi l'émission jusqu'à la fin. Comment tu résumes? Quel mot tu peux utiliser pour résumer ce petit entretien qu'on vient d'avoir? Je dirais qu'il est chill. Chill. Qu'il Ok. est chill. La preuve en est qu'on n'a pas vraiment abordé des questions très techniques. Voilà, c'est vraiment un partage d'expérience. C'est Et ça. même, j'ai une question pour toi. Hein. Mais je vais finir d'abord. Voilà, ça a été vraiment un partage d'expérience vraiment simple. Voilà, donc pour moi, en fait, c'est vraiment une émission à encourager. Merci. Voilà, parce que c'est une lucane, en fait. Il faut dire que les métiers qu'on fait en griffe, on dit que ce sont des métiers de l'ombre. Voilà. C'est ça. Ce sont des métiers qui sont mystifiés. Lorsque tu dis je fais ça, on pense que tu es. Même si c'est vrai que c'est pas forcément facile, mais c'est quand même possible. Voilà. Donc, avec une émission comme la tienne, où on aborde des sujets simples, compréhensibles pour tout le monde, qui vont permettre aussi à ceux qui veulent adhérer, se lancer dans ce genre de métier-là, de s'y mettre. C'est aussi simplement Que ça. voilà, que le métier demande, en fait, dans la simplicité. Voilà, donc, c'est Merci. vraiment ce que je pense de ton émission. Et puis, merci beaucoup, Livide. Merci. Tu as dit que tu as une question pour moi. Voilà. Quand même, je sais pas, mais tu es rentré, c'est comme si tu es caché quelque part, en fait. On sait pas, tu fais quoi? Livide, aujourd'hui, on se réveille le matin, tu es sur YouTube, tu fais un code et café. Bon, c'est quoi ton quotidien aujourd'hui? Parce que moi, je te connais en tant que dev aussi, hein. Voilà. Donc, c'est quoi tes réalités et tout? Comme là, on est déjà à la fin, je vais répondre rapidement. Mais je code toujours. Ça, on peut pas me dissocier du code. Mais j'ai migré plus vers un aspect business, voilà, entrepreneur. Et je me sers de mes compétences techniques pour accompagner les entreprises, accompagner les entrepreneurs et puis les appliquer dans d'autres domaines. Comme quoi? Beaucoup de choses. Personnellement, je suis dans la sécurité privée, OK. aménagement foncier aussi. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ce que tu dois savoir, c'est que généralement, mes clients ne sont pas ici. Voilà. Ils sont plus à l'extérieur. Donc, ça me laisse le temps de bien peaufiner mes choses, bien faire mon emploi du temps. Et Coder Café, vraiment, c'est une lucane que je veux pour ceux qui sont derrière les écrans. Voilà. Pas aborder des chemins techniques, mais pour que tout le monde puisse comprendre, pour vulgariser vraiment ce qu'on fait ici. Et savoir que, comme tu l'as dit, il y a des métiers, il y a des cerveaux qui travaillent ici. Ce n'est pas tout le temps importé, voilà, venir. Mais il y a des gens qui sont dans l'ombre ici, qui peuvent construire de belles choses qu'on doit mettre en avant. Donc, c'est un peu ça. C'est bon à savoir. Dernière chose, on te remet officiellement ta tasse. Merci. Voilà. Il est déjà inauguré. Oui. Comme tu aimes bien le thé, tu aimes bien le café, quand tu seras en train de coder, tu seras dans ton moment chill. Absolument. Tu remplis et puis tu penseras à nous. Voilà. Merci Merci encore beaucoup. d'être venu.
Merci à vous d'avoir suivi cette émission, cet épisode. Une chose, abonnez-vous, partagez. C'est vrai, c'est bien de regarder, mais pour que notre chaîne soit recommandée, pour qu'on puisse vraiment atteindre les gens qu'il faut, c'est important de s'abonner pour que YouTube puisse savoir que on a de l'impact, on a aussi de l'importance. Merci encore et à plus.